Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Apollard Academy. Bonjour Lucie. Bonjour Brice, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet de prompter avec intelligence. Hier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Lucie Dorn, je travaille principalement pour des entreprises, des multinationales et j'accompagne la conduite du changement dans tout ce qui va être digitalisation, stratégie. Et aujourd'hui, je travaille énormément sur des sujets d'IA pour tous les secteurs, tous les métiers, même si c'est vrai que je suis beaucoup plus connue dans le domaine de la pédagogie, de la formation, puisque c'est là d'où je viens. J'ai un master en sociopédagogie et un master en mathématiques et informatique. Ça m'a toujours paru très, très logique dans mon parcours de passer ces deux diplômes. Alors, quand je dis sociopédagogie, c'est parce que j'ai une base dans les sciences humaines qui est quand même la sociologie, l'humain. Et puis, les mathématiques et l'informatique, je pense que ça a toujours été très important d'apprendre à parler à une machine. Je ne voyais pas comment je pouvais travailler dans un monde avec des machines sans comprendre comment parler avec une machine. Voilà. Je crois que j'ai été exaucée, si on peut dire ça, il y a quelques années, puisque quand l'IA est arrivée, c'était très évident. J'ai toujours pensé, su que bien un jour la programmation serait facilitée. Aujourd'hui, on dit plus programmer, mais on appelle ça prompter. Alors, on programme encore, bien évidemment, mais pour communiquer avec une machine, on peut aussi prompter. Et c'est un sujet qui m'a passionnée parce que je me suis rendu compte que c'était pas si évident qu'on voulait nous le faire croire. Ceux qui proposent, en dehors des livres, des 3 livres que j'ai écrits sur l'IA appliquée au domaine de la formation. J'ai aussi sorti une méthode qui s'appelle la méthode cadrée, qu'on trouve dans un de mes produits qui s'appelle le plan promptable. La méthode cadrée, dont je vais parler plusieurs fois, c'est une méthode qui est en 6 points. Dans un premier paragraphe, on définit le rôle de l'IA, quel est le rôle que l'IA va prendre. Donc, tu es, nanana. Je pense que vous avez vu plein de prompts qui commencent par cette manière de faire. En prompt engineering, on appelle ça, entre autres, role-playing. Et en fait, c'est une manière un peu de programmer la machine, c'est-à-dire de dire, attends, tu vas aller directement dans ta base de données, dans ton dataset, chercher des données sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'action. Tu vas, qu'est-ce qu'on va faire à la machine? Donc ça, c'est dans un deuxième paragraphe du prompt. Puis dans un troisième paragraphe, la description. Ça peut être la description de nous, qui on est, ce qu'on veut, nos besoins, si ça fait sens dans le prompt, bien évidemment. L'idée, c'est pas de raconter sa vie. Quatrième paragraphe, un paragraphe sur les ressources. Cinquième paragraphe, un paragraphe sur les exigences. Quel est le format de sortie qu'on attend? Et puis le Z, je vous en parlerai plus tard. Voilà, je vous ai présenté rapidement cadré, c'est absolument pas le but de vous faire un cours là-dessus. Ce que je vais vous présenter là, les slides qui vont suivre, en fait, c'est une partie d'une des formations que je donne qui s'appelle les 3 règles d'or. Je vais vous présenter la première règle d'or. Je n'aurai absolument pas le temps de faire plus dans le temps qui m'est imparti. Mais voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte de ce que vous allez vivre là dans les prochaines minutes. Cette présentation, elle fait partie d'une formation qui s'appelle les 3 règles d'or pour bien utiliser l'IA. Nous, on va s'intéresser uniquement à la première règle d'or. La première règle d'or, c'est réfléchir avant de demander. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre le temps de la réflexion, du prompt, d'un vrai prompt, avant de poser des questions à l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des études qui ont lieu en ce moment sur ce sujet-là et qui se rendent compte qu'il y a une différence d'impact cognitif, de mémorisation en fonction de la manière dont on va utiliser l'IA ou pas utiliser l'IA. Donc, c'est là-dessus que je voulais commencer cette intervention, sur une étude du MIT qui est très récente, qui est sur un tout petit échantillon de 54 participants, avec une population qui est que de 18 à 39 ans, donc ce n'est pas non plus représentatif de toute la population. Mais cette étude, elle fait énormément de bruit parce qu'elle commence un peu à mettre les pieds dans le plat sur un peu l'impact que peut avoir l'IA sur notre cerveau. Pour cette étude, ils ont divisé, donc en fait, ils ont fait passer aux participants, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont certainement lu cette étude, ils ont fait passer aux participants des tests sous électroencéphalogramme, donc pour mesurer l'activité dans les zones alpha, bêta, theta et delta du cerveau.
Et ils ont fait passer aux participants des tests hors assistance et avec assistance. Ils ont divisé les participants en 3 groupes. Un groupe qu'ils ont appelé Brain Only, un groupe qu'ils ont appelé Search Engine et un groupe qu'ils ont appelé, un groupe LLM, qui utilisait donc ChatGPT pour faire un travail. Donc le groupe Brain Only, il utilisait uniquement son cerveau. Le groupe Search Engine, il utilisait un moteur de recherche. Et le groupe LLM, il utilisait une IA pour faire le travail. Je vois là un message de Catherine qui dit « Catherine, 54, c'est un nombre suffisant pour une étude ». C'est ce que je viens de dire. Pour l'instant, on prend quand même du recul sur cette étude. C'est un petit nombre, mais parce que c'est assez… les électroencéphalogrammes, tout le travail d'analyse, etc., c'était déjà énorme. Et c'est pour ça aussi que je le dis, c'est un petit groupe. Mais je pense qu'il y aura des études qui vont suivre sur ce sujet-là. Et en fait, cette étude, elle parle de l'impact de l'IA, mais si on prend du recul nous-mêmes sur l'impact de la technologie sur notre apprentissage, par exemple, qui parmi vous a encore en tête, je ne sais pas moi, 10 numéros de téléphone, comme on l'avait à l'époque. Moi, je parle déjà comme une vieille, hein, mais il fut un temps que je mémorisais des numéros de téléphone par cœur parce que je n'avais pas de smartphone. Bon, depuis que j'ai un smartphone, je connais 2 numéros de téléphone par cœur. Je ne parle pas des numéros d'urgence. Et c'est pareil avec la consommation de médias. On voit bien aujourd'hui que la manière dont on va consommer, par exemple, si on consomme beaucoup d'Instagram, finalement, on est habitué, on conditionne notre cerveau à des temps d'attention courts et on voit bien qu'après, regarder une vidéo longue, ça devient compliqué. Cette étude, en fait, elle fait partie de cette lignée d'études. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du Google Effect. Le Google Effect, en fait, c'est des études qui montrent que… je suis désolée, je fais un petit aparté parce que je vois que ça sort beaucoup dans le chat et je ne peux pas tout lire. Mais le Google Effect, c'est des études qui montrent qu'en fait, aujourd'hui, on ne prend plus la peine de mémoriser des choses parce que notre cerveau sait comment aller les trouver. Et donc, par économie, on ne va pas se dire je vais mémoriser par cœur cette info parce que de toute façon, je prends mon téléphone, je prends mon ordi, je fais une recherche Google et j'ai l'info. Et donc, cette étude-là, en fait, elle met une pierre de plus à un édifice qui est quand même bien plus grand, qui est l'impact de la technologie sur nos capacités cognitives. Donc, cette étude, elle est en 3 temps. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le groupe Brain Only, donc cerveau seulement, a une connectivité neuronale la plus forte et des réseaux plus distribués, que le groupe moteur de recherche, il a un engagement intermédiaire, donc une connectivité, on va dire, intermédiaire, et que le groupe LLM, qui utilise ChatGPT, a la connectivité la plus faible. Bon, alors là, c'est sorti cet été. Du coup, cet été, tout le monde disait « Oh là là, mais mon Dieu, l'IA nous rend bêtes, etc. » Bon, je sais pas. Si moi, je vous dis… si vous utilisez votre voiture tous les jours, au lieu d'aller à pied ou à vélo quelque part, et si je vous dis en utilisant votre voiture tous les jours sans faire aucune activité physique, la voiture va vous rendre sédentaire et donc la sédentarité a des risques sur votre santé. Bon, là, je ne fais pas les gros titres en fait en disant ça parce que c'est très évident. Et si je vous dis utilisez votre voiture, ça pollue, pareil, je ne fais pas les gros titres parce que pour vous, c'est très évident. Et ça, c'est important déjà de dire oui, en effet, dès que je suis assistée par un outil, forcément, je vais moins utiliser, je vais avoir moins de connexion neuronale, je vais moins utiliser mon cerveau, je vais moins me fatiguer cérébralement. C'est comme avec la voiture. Si j'utilise la voiture tout le temps, je vais moins me fatiguer. Et il y a un petit exemple que j'aime bien utiliser, c'est souvent, on me dit oui, mais il faut utiliser l'IA, il ne faut pas utiliser l'IA. Enfin, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui me parle de manière dichotomique, je n'écoute plus parce que rien n'est dichotomique en fait. Tout est histoire de circonstances. Par exemple, quelqu'un qui a dans son garage un vélo, une Clio, une Ferrari et qui habite, on va dire, à 10 minutes en voiture de la boulangerie. Bon. En fait, il a 4 possibilités pour aller à la boulangerie. Il peut aller à la boulangerie à pied, en vélo, en voiture, en Ferrari. Bon, la Ferrari, j'en parlerai peut-être plus tard selon le temps qu'il me reste. On va mettre la Ferrari de côté pour l'instant. Donc, je peux y aller à pied, je peux y aller en vélo, je peux y aller en voiture. Si j'adore marcher et que j'adore le trajet pour aller à la boulangerie, que c'est mon moment de plaisir, je vais certainement y aller la majeure partie du temps à pied. Je ne vais pas utiliser un outil alors que je prends du plaisir à faire ça. Et puis peut-être que si un jour il pleut, je ne vais peut-être pas y aller à pied. Ou si un jour je suis pressée, je ne vais peut-être pas y aller à pied, j'irai en vélo. Ou peut-être que j'irai en voiture. C'est pareil avec l'IA. En fait, s'il n'y a pas les gens qui utilisent l'IA, les gens qui n'utilisent pas l'IA, il y a des usages de l'IA, il y a des manières d'utiliser l'IA et ce n'est pas l'IA tout le temps, ce n'est pas l'IA pour tout.
Et c'est pareil avec le moteur de recherche qui serait un peu dans ma métaphore, le vélo, la Clio qui serait dans ma métaphore, l'IA, et puis à pied, c'est notre cerveau seulement. Donc bref, cette première partie de l'étude du MIT, elle nous apprend pas grand-chose. Seulement, il y a une deuxième partie à cette étude qui dit que en fait, ils ont séparé les groupes, le groupe IA en deux petits groupes. Et ils ont voulu savoir s'il y avait une différence entre le fait de demander tout de suite à l'IA et après de réfléchir au résultat de l'IA, ou de réfléchir en premier et de regarder le résultat de l'IA. Donc en gros, le premier groupe qui ne réfléchit pas au début, c'est LLM to Brain, ils réfléchissent après. Et puis le deuxième groupe qui réfléchit avant, c'est ce qu'ils appellent Brain to LLM. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, il y a une vraie différence entre le groupe LLM to Brain et le groupe Brain to LLM. Le groupe LLM to Brain, en fait, ils se sont rendus compte, toujours avec les électroencéphalogrammes, qu'il y avait moins de connectivité neuronale, beaucoup moins, qu'il y avait un sous-engagement assez marqué des zones alpha et bêta, et que leur performance cognitive était plus faible, et surtout qu'ils n'arrivaient pas du tout à se rappeler de ce que l'IA avait généré. Donc finalement, il n'y a pas eu d'apprentissage, il y a juste eu de l'efficacité. L'IA a répondu rapidement à leurs besoins, mais ils n'en ont rien appris. Ils ne se sont pas appropriés le contenu était de moins bonne qualité, etc. Puis il y a un deuxième groupe, le groupe Brain to LLM, à l'inverse du premier groupe, donc ce groupe qui a réfléchi en premier, ils se sont rendus compte qu'il y avait un réengagement des zones occipitopariétales. En gros, il y avait plus d'activité dans le cerveau en Brain to LLM. Il y avait des pics d'activité dans toutes les zones et une meilleure mémorisation. Pareil, ça, c'est pas non plus incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est intéressant. Là, pour le coup, autant avant, c'était évident. Là, ça commence à devenir intéressant. Pour le premier groupe, on va dire que votre savoir, on va l'imaginer comme une colonne de savoir. Pour le premier groupe, il ne réfléchit pas, donc il ne pose pas les pierres de sa colonne de savoir, il demande à l'IA de réfléchir, et donc l'IA va générer une colonne de savoir pour répondre aux besoins de l'utilisateur, mais une colonne de savoir en plus qui va être plutôt générique, pas spécialiste. On va en parler après de la notion de professionnalisation de l'IA, on va dire. L'IA génère une colonne, et en fait, nous humains, quand on récupère le résultat de l'IA sans avoir réfléchi, en fait, il faut qu'on mémorise un maximum d'informations. Mais c'est des informations qui sont peut-être pas forcément, qui font peut-être pas sens pour nous, qui sont peut-être pas forcément assez pertinentes. Et donc, finalement, on n'est pas capable de mémoriser la colonne de savoir donnée par l'IA. On va peut-être mémoriser des petites touches comme ça, mais c'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à se souvenir du travail qui a été fait par l'IA quand on n'y a pas réfléchi en amont. C'est parce qu'il y avait trop d'informations à mémoriser et peut-être pas assez aussi contextualisées à notre propre besoin. À l'inverse, quand je commence à réfléchir, donc je crée ma propre colonne de savoir en Brain to LLM, je crée ma colonne et l'IA, en me répondant, en fait, je vais aller picorer les informations qui m'a manqué, parce qu'on est humain, qui ne pense pas à tout. Donc, je vais aller picorer les informations qui m'a manqué pour aller remplir les trous de ma colonne de savoir. Et donc là, ça fait sens. Parce que forcément, j'y ai réfléchi, j'ai donné un peu mon orientation, mes indications, mes besoins. Bon, j'ai pris le temps de prompter. Et à partir de ce prompt, en fait, l'IA, elle s'est beaucoup plus, on va dire, elle a répondu plus précisément, plus pertinemment et plus lié à mon contexte. C'est pour ça qu'en Brain to LLM, on a une meilleure connexion neuronale et une meilleure mémorisation, à l'inverse du LLM to Brain. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur premier réflexe, c'est je demande à chat. Je réfléchis même pas, je demande à chat. Et c'est vraiment très corrélé au Google Effect. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelque chose, il y a une machine qui va pouvoir répondre plus rapidement, ça va me demander moins d'efforts et on sait que notre cerveau, il demande à ce qu'on fasse un minimum d'efforts. Donc, du coup, il y a plus de réflexion et on demande directement à l'IA. Et ça, c'est dangereux parce que, OK, on peut demander à l'IA quand c'est un sujet pas important, dont on s'en fiche, qu'on va faire, j'en sais rien, où la réponse finalement c'est du one shot et on se dit bon allez vite, je vais dans la vitesse, très bien. Mais si on prend le pli de tout le temps être dans la vitesse, en fait là, il y a un danger cognitif. Il y a un danger sur l'apprentissage et il y a un danger sur la construction des connaissances. Parce que si mon cerveau, il s'habitue à ce que quelqu'un d'autre construise l'apprentissage à ma place, en fait, à un moment, je ne vais plus rien apprendre. Et c'est comme moi, je me suis rendu compte, j'ai tellement scrollé, j'ai tellement consulté de contenu, alors que honnêtement, je n'avais pas l'impression d'en consommer tant que ça, peut-être, je sais pas, peut-être une demi-heure par jour, sauf que ça fait des années, pendant une demi-heure par jour, je scrolle. Maintenant,
j'ai des difficultés à consulter un contenu long. Je me suis rendu compte de ma dégénérescence cognitive. Et ça, c'est important, je pense, de prendre conscience de ça. C'est comme quand je prends ma voiture. Si je prends ma voiture tout le temps, il faut que j'ai conscience que c'est pas le meilleur choix pour ma santé et c'est pas le meilleur choix pour l'environnement. Ça, c'est un peu la chose intéressante de cette étude-là. Je regarde le temps. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une troisième partie à cette étude qui est un petit peu plus, encore un peu plus alarmante. Je ne l'ai pas mise dans les slides parce que, pareil, je tirais des sonnettes d'alarme quand, pour l'instant, on est sur une petite étude. Voilà. Autant là, les premiers résultats, ils se corrèlent bien avec des résultats qu'on a vus sur d'autres recherches ces dernières années. La troisième étude, elle dit qu'en fait, il semblerait qu'il reste un impact sur notre cerveau du LLM to brain, c'est-à-dire si on ne réfléchit pas, on a des plus mauvaises performances après quand on se remet à réfléchir. Donc, c'est ce qu'ils ont trouvé sur le groupe LLM to brain. Pour l'instant, attendons les études suivantes. Pour l'instant, déjà, retenons que vaut mieux avoir une stratégie bien promptée, etc. Donc, ça, c'était mon premier point. Donc, ça, c'est intéressant, cette étude-là, de se dire, OK, mais en fait, il faut que j'ai une stratégie quand je parle à une machine. Il faut que j'ai une stratégie quand je parle à l'IA et il faut que, en gros, j'ai une méthodologie pour prompter. OK. Ça, je pense qu'on en a bien entendu parler ces dernières années. J'ai encore énormément de questions de gens qui me disent oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de prompter? Maintenant, les machines, elles promptent pour nous. Bon, il faut prompter. Ça, c'est vraiment important. Et après, bien sûr que même moi qui prompte, je ne vais pas prompter tout le temps des prompts incroyables pour chacun de mes besoins. Et ça, c'est la deuxième partie de mon intervention. En fait, il faut choisir comment on prompte par rapport à son besoin. Juste, moi, ce que je vois sur le terrain, des gens qui promptent en une ligne parce qu'ils ont la flemme, clairement, ils veulent un résultat rapide, mais en fait, souvent, ces gens-là, ils font aucun effort, ils identifient pas les constats, les besoins, nanana, ce qui fait qu'ils font un tout petit prompt, après, ils multi-promptent et ils mettent 45 minutes avant d'avoir un bon résultat de ce qu'ils voulaient vraiment obtenir. Et derrière, en fait, ce contenu-là, qui est une discussion, finalement, en fait, ils ne peuvent pas le réutiliser pour un autre besoin. Moi, quand je prompte, c'est parce que je sais que cette tâche, dans mon métier, elle revient souvent. Et donc, je fais l'effort initial d'investir du temps dans un prompt pour que derrière, je puisse le réutiliser. Quand je vous dis j'ai passé 6 heures sur un prompt de newsletter, vous allez vous dire c'est pas rentable. Il te fallait peut-être 2 heures pour rédiger le truc. Oui, c'est vrai. Pour la première fois, c'est pas rentable. La deuxième fois non plus. Mais en fait, je vois ça sur un temps long et je vois ça sur aussi un temps que ça me dégage pour que je puisse me concentrer sur d'autres choses. Donc, la bonne approche, c'est de faire ce qu'on appelle un prompt d'initialisation. Un prompt d'initialisation, c'est pas très compliqué. On donne un rôle à l'IA. Moi, je trouve que c'est quand même ça fonctionne très, très bien de donner un rôle, même si c'est un peu contraignant. Alors, on donne un rôle, on donne pas son rôle. Si moi, je suis conférencière en IA et que je veux faire un post sur LinkedIn, je vais pas lui dire tu es conférencière en IA. Hein. Je vais lui dire tu es un expert dans les réseaux sociaux. Ensuite, on définit une action et ensuite, on donne une description. Ça, c'est vraiment le minimum du prompt d'initialisation. C'est un framework qui s'appelle aussi RTC, rôle, tâche, contexte. Donc, voilà, ça, c'est important d'avoir ça en tête. Je pense que c'est des évidences. Du coup, je vais vite parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous en êtes déjà là. Une fois que j'ai bien fait mon prompt d'initialisation qui fonctionne bien, je peux le ranger dans une bibliothèque de prompts. Donc, sur quoi je vais faire des prompts CAD, donc les 3 premières lettres de cadré, sur des choses. Là, par exemple, j'ai mis CA, donc collaborateur action. Si je fais un prompt où je donne le rôle du collaborateur et l'action, sur des choses assez simples, je te donne un document, résume-moi les 3 points clés de cette directive. Génère-moi 5 questions pour un QCM ou fais-moi un plan en 3 parties ou des tâches rédactionnelles qui vont pas trop demander d'énergie à l'IA
là-dessus, quand c'est simple, ok, on peut faire un prompt pas très détaillé. Ensuite, si on veut faire des choses un tout petit peu plus compliquées, par exemple, rédiger une note interne, préparer une réponse à un client, analyser un compte rendu, reformuler un concept, rédiger un email, je ne sais quoi. Bon, là, va falloir commencer à structurer. Donc, rajouter le D de description pour obtenir un prompt un peu plus costaud. Et puis, au-delà de ça, une fois qu'on est vraiment dans des sujets d'expertise, en prompt engineering, en fait, il y a une combinaison qui est intéressante, c'est prompt in domain et créer un système expert in the loop. Et c'est ça que moi, je fais, franchement, 90% de mon temps et les 10 autres pourcents, c'est pour des prompts dont je m'en fiche, sur lesquels je ne fais pas grand effort pour avoir un résultat rapide. Prompt in domain, en fait, c'est la capacité de formuler un prompt très structuré avec un vocabulaire d'expertise, un vocabulaire de métier, le plus précis, le plus carré et le plus fin possible en grain, on va dire, technique, pour avoir un prompt, enfin un résultat le plus fonctionnel, généralement, voilà, un prompt, une réponse. Et l'expert in the loop, en fait, c'est la manière dont on va itérer sur le prompt dans la construction du prompt. Donc, en fait, on travaille plus sur la construction du prompt que plutôt je fais vite un prompt et je veux une réponse, puis après, je fais du multi-prompting. Donc, je réponds. Non, l'idée, c'est vraiment, je lance un prompt, je regarde ce que la machine me sort comme résultat. Je ne réponds pas à la machine. Je suis pas, en fait, plus vous allez converser avec la machine, plus vous allez rentrer dans le jeu d'OpenAI et compagnie. Donc, l'idée, c'est vraiment de monter en compétence. Je regarde le résultat de la machine. Je me dis, ah, OK, là, je n'ai pas été bien compris. Là, je ne me suis pas bien exprimé. Là, il faut que j'ajoute ça, etc. Et je retourne sur mon prompt. Donc, moi, mes prompts, je les écris jamais dans l'IA. Je les écris dans Word ou enfin, moi, je les écris dans Notion. Donc, je retourne sur mon Notion, je modifie mon prompt, donc je regarde point par point pourquoi l'IA m'a sorti ça. Et en fait, c'est l'alternance de prompt in domain, expert in the loop, analyse des résultats, je reviens, qui me permet d'obtenir des prompts, en gros, que je lance et dont le résultat me satisfait quasi immédiatement. Quand je dis me satisfait, ça ne veut pas dire que je fais un copier-coller. Ça veut juste dire qu'en fait, 90% du contenu me plaît, et puis après, je vais faire mes modifications, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, quelles sont les méthodes, on va dire les stratégies pour faire ça? La première chose, c'est dans la méthode cadrée, le Z, en fait, c'est un Z qui demande à l'IA de nous poser des questions. Donc, l'IA va nous poser une série de questions. Alors, donc, elle ne va pas générer le contenu, elle va juste poser des questions. Et ces questions vont nous permettre de voir qu'est-ce qui manque dans notre colonne de connaissances, ce qu'on a oublié pour améliorer notre prompt. C'est un niveau que j'ai appelé niveau architecte. Et puis, après, il y a des stratégies. Par exemple, on peut utiliser l'IA comme avocat du diable en lui disant analyse ce que tu viens de rédiger, fais l'avocat du diable, fais une série de critiques et puis, par exemple, rédige à partir de ces critiques. Ou par exemple, dans des prompts un peu... Parce qu'en fait, les études montrent que souvent, quand le prompt il est trop long, l'IA elle prend le début du prompt, la fin du prompt et elle omet le milieu du prompt. Donc, pour éviter ce problème-là, en fait, on peut découper à l'intérieur du prompt étape par étape en disant dans un premier temps, tu vas faire ça. Une fois que tu auras fait ça, tu reviens vers moi. Quand tu seras revenu vers moi, on pourra passer et que j'aurai validé, on pourra passer à la suite, etc. etc. Donc voilà, il y a tout un... Je vais arrêter parce que je sais que voilà, ça fait déjà beaucoup d'infos. Il y a toute une série de stratégies qu'il faut mettre en place de manière à obtenir le résultat le plus qualitatif possible et sans itérer. Pour moi, bien prompter, c'est écologique. C'est-à-dire que j'essaie moi, je ne m'autorise pas à faire plus de 3 réponses. C'est-à-dire, au-delà de 3, je me dis, non, mais là, Lucie, tu as mal prompté. Donc, recommence ton prompt initial. Parce qu'il y a aussi cet effet, il y a une espèce de gaussienne. Mais en fait, il s'avère que plus on va prompter et plus l'IA va être capable à un moment d'affiner, de nous donner un bon résultat. Et à un moment, on redescend, c'est à cause des modèles d'IA qui sont autorégressifs, on va redescendre en qualité. Donc, l'idée, c'est quand même pas de multi-prompter au maximum. Bon, voilà, c'était court, intense, j'imagine aussi. J'ai vu plein de questions tomber, j'ai pas du tout le temps de regarder. On va certainement décortiquer ça après. En fait, je suis pas là pour vous dire... il faut faire que du brain to LLM, encore une fois, je suis pas là pour vous dire il faut faire que du vélo, il faut aller que à pied à la boulangerie.
Je suis plutôt là pour vous apporter le message suivant. Choisissez où est-ce que vous voulez mettre votre valeur ajoutée. Choisissez en votre âme et conscience les sujets sur lesquels vous voulez monter en compétence et choisissez ce que vous déléguez. Mais on ne peut pas se dire, bah oui, je vais tout déléguer à l'IA parce que j'ai envie que l'IA fasse mon job. Vous savez très bien qu'on ne peut pas dire ça. Donc voilà, ça c'était mon message final. J'espère que voilà, vous allez avoir pris un peu de recul. Enfin, certainement, vous l'avez peut-être déjà fait. Et que ça vous a donné envie de bosser encore un peu plus vos prompts pour avoir de bons résultats. Voilà, merci à tous. Merci Lucie. Bah, c'était comme toujours, c'était super, super intéressant, intéressant de voir ce que disent les études et avoir tes conseils pratiques sur comment bien prompter, dans quel contexte on peut faire ça.